L'aciérie Azovstal, l'ultime poche de résistance dans le port de Mariupol, est passée vendredi sous contrôle russe. Le passage d'une tornade dans l'ouest de l'Allemagne fait une quarantaine de blessés, dont 10 graves et d'importants dégâts matériels. Touché par une dépression tropicale, le Brésil sous une vague de froid avec des températures très inhabituelles pour la saison. Mariupolis 2 bouleverse Cannes. La compagne du réalisateur lituanien Mantas Kvedaravičius, assassiné par les forces russes, a rapporté le film d'Ukraine. L'aciérie Azovstal, l'ultime poche de résistance ukrainienne dans le port stratégique de la mer d'Azov, passe sous contrôle russe. Les derniers soldats ukrainiens, au nombre de 500 selon l'agence russe RIA Novosti, sont évacués. Vendredi soir, l'armée russe publie ces images montrant ses combattants ennemis désarmés par des soldats russes. L'Ukraine espère à présent échanger ses prisonniers de guerre, mais Moscou a fait savoir qu'elle considère certains d'entre eux comme des combattants néo-nazis, alimentant les craintes de possibles exactions à venir. Après avoir échoué à prendre Kharkiv, deuxième ville d'Ukraine au nord-est, les forces russes se concentrent à présent sur l'est et le sud. Et sur le front, les frappes redoublent d'intensité. Dans la ville de Lovodza, un centre culturel fraîchement reconstruit est pulvérisé par une frappe de missiles russes. Au moins 8 personnes, dont un enfant, ont été blessées selon des responsables ukrainiens. Nous demandons à nos alliés de reconnaître la Russie légalement responsable financièrement des crimes qu'elle a commis. Cela est important non seulement dans le contexte de la guerre menée par la Russie, mais aussi du fait d'autres actions agressives menées par d'autres agresseurs potentiels. Le mal doit savoir qu'il trouvera une réponse et qu'il sera puni. Dans le Donbass, partiellement contrôlé depuis 2014 par les forces pro-russes, les combats s'intensifient. Pris en étau, les civils évacuent. Et la situation pourrait se tendre encore davantage. La contre-attaque ukrainienne dans la région pourrait être lancée dès juin. Sous le feu des critiques, l'ancien chancelier allemand Gerhard Schröder prend les devants et quitte le conseil d'administration du pétrolier russe Rosneft. Proche de Vladimir Poutine, Gerhard Schröder est dans le viseur des institutions européennes et allemandes pour n'avoir pas condamné l'invasion de l'Ukraine et surtout ne pas avoir quitté ses fonctions auprès d'entreprises russes. Jeudi, le Parlement allemand lui a déjà retiré son bureau, le privant dans le même temps d'une enveloppe de 400 000 € pour ses collaborateurs. Dans la foulée, les eurodéputés ont émis le souhait de le classer sur la liste des personnalités sanctionnées par l'Union européenne. Plusieurs villes ont aussi privé celui qui a été chef du gouvernement allemand entre 1998 et 2005 de ses titres honorifiques. L'homme politique de 78 ans a porté le projet de Nord Stream 2, le gazoduc suspendu entre la Russie et l'Allemagne. Il devait entrer au conseil de surveillance de Gazprom en juin prochain. Après la tempête, la désolation. Près de 40 blessés, dont 10 graves et des dégâts conséquents. Tel est le bilan de la tempête qui s'est abattue vendredi sur Paderborn, situé en Rhénanie du Nord-Westphalie, au nord-ouest de l'Allemagne. Un phénomène rare et localisé qui a frappé la ville en fin d'après-midi. Des intempéries touchaient l'ensemble du pays après plusieurs jours de températures anormalement élevées pour la saison. Ces images impressionnantes, filmées par des habitants, montrent le passage de la tornade au milieu des habitations. Les services météorologiques avaient auparavant lancé une alerte et prévu localement des vents à 130 km/h. À une trentaine de kilomètres, Lippstadt a elle aussi probablement été touchée par une tornade. Arbres déracinés, tuiles arrachées, d'importants dégâts matériels, mais heureusement aucun blessé à déplorer. Dans la région, le trafic ferroviaire est perturbé et certaines routes impraticables. La police a demandé aux habitants de rester chez eux en attendant la fin des opérations de nettoyage. Les bonshommes de neige sont de sortie au Brésil. Une couche de blanc recouvre peu à peu les voitures et certains voient pour la première fois la neige à São Joaquim dans l'état méridional de Santa Catarina, où le thermomètre affiche dans la nuit jusqu'à -5 degrés Celsius. Un froid très inhabituel pour un mois de mai qui ravit les plus jeunes. Mais au Brésil, le gel pourrait faire des ravages sur les cultures maraîchères de maïs ou de canne à sucre.
Une potentielle catastrophe pour ce pays tropical, l'un des greniers de la planète. La conséquence d'une large dépression qui affecte tout le sud du pays. 1200 km plus au nord, les pingouins n'ont pas encore pris leur quartier à Copacabana. Mais à Rio, des vagues de 4 mètres s'abattent sur les plages avec des températures minimales de 12 degrés. À Sao Paulo, le thermomètre a affiché 6,6 degrés mercredi, un record pour un mois de mai depuis 1990. S'expliquer sur la relocalisation des migrants au Rwanda, c'est ce qu'ont fait aux Nations Unies à Genève la ministre britannique de l'Intérieur et le ministre rwandais des Affaires étrangères. Ce plan s'est attiré les critiques de l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés. La Grande-Bretagne prévoit d'envoyer certains de ses demandeurs d'asile illégaux vers le pays africain. Nous sommes un gouvernement qui, avec nos partenaires, le gouvernement du Rwanda, trouve des solutions nouvelles et innovantes aux problèmes mondiaux. Je crains que d'autres organisations et d'autres pays ne proposent pas l'alternative. Le statu quo n'est tout simplement plus acceptable. Dès que le Royaume-Uni sera prêt à envoyer le premier groupe de demandeurs d'asile, nous serons prêts à les recevoir. Nous avons mis en place tous les mécanismes qui sont nécessaires pour que nous puissions traiter le processus de demande d'asile. Et nous travaillons également sur la logistique. Pour l'ONU, ce plan va à l'encontre des droits des réfugiés, même si les logements présentés au Rwanda sont accueillants. Il inquiète aussi tout particulièrement les Ukrainiens, en Grande-Bretagne, sans papier, souvent victimes de lenteurs administratives pour obtenir un visa. Après 2 ans d'interruption, la marche pour les disparus sous la dictature militaire dans les années 70 et 80 reprend en Uruguay. Solennellement, des dizaines de milliers de personnes battent le pavé de l'avenue principale de Montevideo. À ce jour, le sort de 197 victimes demeure encore inconnu. Starliner, la capsule de Boeing, s'est pour la première fois arrimée à la Station spatiale internationale vendredi. Un grand succès pour le géant américain de l'aéronautique qui doit à l'avenir transporter des astronautes pour la NASA. Avec ce vol d'essai sans passagers mais avec 230 kg de ravitaillement, Boeing rattrape une partie de son retard sur son rival SpaceX. Cannes, bouleversée par les images de Mariupolis 2. Une fois encore, l'Ukraine domine l'actualité, même au festival de cinéma, avec ce documentaire brut sur le désespoir des habitants dans les ruines de Mariupol. Son réalisateur, le Lituanien Mantas Kvedaravičius, a été tué le mois dernier pendant le tournage par les forces russes. Anna Bilobrova, la compagne du réalisateur, a rapporté les images d'Ukraine. Choquée et traumatisée. Pour preuve à Cannes, elle a mal vécu la démonstration de l'armée de l'air française dans le cadre de la promotion du 2e volet de Top Gun. Nous étions hier sur le balcon et nous avons entendu des jets voler. Alors nous nous sommes presque couchés et les bombes n'ont pas suivi. Et cet autre jet. Et là, j'ai commencé à pleurer. J'ai serré dans mes bras la personne avec qui j'étais et un collègue est descendu pour demander ce qui se passait et que quelqu'un m'explique ce qui se passait. Le réalisateur lituanien avait déjà tourné 2 documentaires sur Mariupol. Lorsque la guerre a éclaté, il est allé aider les personnes qu'il avait rencontrées et a décidé de réaliser un 3e documentaire. Il n'y a pas de musique, pas de voix off. J'espère que les gens réfléchiront par eux-mêmes en regardant ce film. Et qu'ils prendront leurs propres décisions et réfléchiront à ce qui est important. Le Festival de Cannes a toujours eu cette vocation d'être au contact de l'actualité brûlante et d'offrir une tribune exceptionnelle à des cinéastes qui luttent pour la paix et les droits humains à travers le monde. Voir Mariupolis 2, c'est vivre de l'intérieur la guerre, la peur, les bombardements et le chaos. À hauteur d'hommes et de femmes qui ont tout perdu et même la vie, comme le réalisateur Mantas Kvedaravičius, assassiné par l'armée russe le 2 avril 2022 à Mariupol en Ukraine. Au Festival de Cannes, Frédéric Ponsard pour Euronews.